Et puis plus rien. Après ça, c'est le trou noir. Je me revois juste voler au-dessus de David, et puis retomber violemment au sol. C'est allé tellement vite. 18h01. Après 1 minute d'un trajet chaotique, le train termine sa course encastré dans l'un des pylônes. Au sol, 4 corps. Ceux de Rodney, David et Cindy, les 3 passagers tombés en premier. Puis celui de Tony. Le 4e passager n'aura pas résisté à la force des chocs. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, bon, c'est ma première fois sur le Mindbender et je me suis fait éjecter. Et puis j'ai essayé de me lever et c'est là que j'ai réalisé que j'avais du mal à respirer. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, peut-être 15 minutes. Et puis j'ai entendu l'un des secouristes crier « Il est là !» Rodney ne le sait pas encore, mais il est le seul à avoir survécu à la chute. Après l'accident, je me suis réveillé en soins intensifs. Il était 5 heures du matin. J'étais dans un tel état que les médecins avaient du mal à croire que j'avais survécu à mes blessures. Rodney est encore en vie, mais son corps est brisé. Ses jambes, ses hanches et ses côtes sont fracturées. Il gardera longtemps des séquelles de cet accident. J'ai dû réapprendre complètement à me servir de mon corps. Jim Montgomery est ingénieur. Il dirige l'équipe d'experts chargée de l'enquête qui va durer 1 an. Et ce qu'il va découvrir met en cause la sécurité sur l'intégralité du train. Le train est normalement conçu pour supporter ces vibrations. Donc ça ne peut pas expliquer que les vis soient tombées. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Jim Montgomery découvre alors que le Mindbender souffre d'un défaut de conception et de fabrication. Un écart trop important entre les différentes pièces accentue les vibrations quand le train est en marche. Au fil du temps, les vis se tordent, cassent et finissent par tomber. Si le wagon a déraillé, c'est parce qu'entre le wagon et le bogie qui est tombé, il y avait un défaut d'assemblage. Le wagon de Rodney et David n'était pas le seul concerné par des défaillances. Un quart des vis du train étaient défectueuses. Le rapport d'enquête montrera qu'elles étaient dévissées, partiellement ou totalement usées, alors que cela faisait seulement 6 mois que le Mindbender était en service. Après l'accident, le constructeur du Mindbender est pointé du doigt. L'entreprise fait faillite quelques années plus tard, mais l'attraction lui survit. À chaque fois que je vais au centre commercial d'Edmonton, je vais à l'endroit où j'ai atterri et je lève la tête. Ça a vraiment changé ma vie. Et malheureusement, pas pour le meilleur. Ça fait 35 ans que je vis avec cette souffrance. J'ai appris à vivre avec et à pardonner. Aujourd'hui, au West Edmonton Mall, le Mindbender continue d'impressionner ses visiteurs. Remise en service 1 an après l'accident, sa sécurité a été renforcée. Un wagon a été supprimé. La conception des bogies a été totalement repensée. Leur nombre a doublé et ils sont également plus accessibles au personnel de maintenance.
pour éviter que ça se reproduise une nouvelle fois, ce type d'accident. On va modifier un peu donc, le système de fixation des roues en ouvrant un petit peu le métal en dessous, ce qui fait qu'on peut avoir une inspection visuelle constante sur le système de fixation, parce qu'on n'est pas obligé de démonter. Enfin, un harnais d'épaule maintient les passagers au siège, en plus des traditionnelles barres de sécurité. « 30 ans plus tard, l'accident du Mindbender reste l'un des plus marquants de l'industrie des loisirs. Mais depuis, la sécurité n'a cessé d'évoluer. En Europe, depuis 2007, de nombreuses normes et règles encadrent la conception et l'entretien des attractions. Par exemple, aucune machine n'est aujourd'hui autorisée à fonctionner sans un document officiel dans lequel sa vie entière est consignée. Un grand pas pour le contrôleur Eugène Coignoux, selon qui la sécurité doit constamment être renforcée. Si vraiment on sort un manège dangereux, moi je peux le refuser. Mais un concurrent peut l'accepter. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille et j'aimerais que ça avance beaucoup plus vite. Parce qu'il y a des choses à faire et elles sont faisables. Bien qu'elles puissent être la cause de drames parfois spectaculaires, les défaillances techniques sont rares dans les attractions. Selon l'Institut de veille sanitaire, la majorité des accidents est due au comportement des passagers. Le public, par moments, est très dangereux. Il veut monter avant l'autre, il veut descendre avant l'autre, il veut descendre en route, il veut monter en route. Il y a des sécurités qui sont là parce qu'en fait, il faut éviter que le passager, que la personne fasse un mauvais geste ou fasse quelque chose qu'elle ne doit pas faire. Et en fait, les passagers, des fois, ne respectent pas les sécurités qui sont donc données au début, ne serait-ce que tendre les bras en dehors d'une attraction. Mais au total, le risque d'accident grave reste très faible. Selon les derniers chiffres officiels, seulement 8% des accidents ont conduit à une hospitalisation. Les accidents, heureusement, sont très faibles. Au niveau probabilité, c'est un peu comme un accident d'avion, voire même encore moins de risque qu'un accident d'avion. Donc on est très proche du zéro. Et le but de tout le monde, que ce soit les exploitants ou les constructeurs, c'est d'éliminer tous ces risques. Aujourd'hui, il y a tellement de vérifications et de systèmes de redondance, de systèmes de sécurité, c'est que quand bien même un système défaille, vous avez toujours le deuxième système qui vient en secours. Donc on est vraiment en sécurité sur un manège, ça c'est certain. La sécurité, un maître mot.